brièvement, je sais que c'est Oui, compliqué. brièvement, ça va être difficile. Conclusion. Conclusion. Simplement, peut-être juste une chose par rapport à ce qui a été dit là. S'il est vrai que l'histoire du XXe siècle, c'est finalement un affranchissement par rapport à la guerre classique du XIXe siècle, on peut aussi dire que l'histoire du droit humanitaire au XXe siècle, ça a été de prendre en compte ces nouvelles réalités, ces nouvelles guerres, pour y trouver de la réglementation. On a parlé du terrorisme tout à l'heure en disant, enfin, certains États argumentent en disant pour les terroristes, il n'y a pas de droit, il n'y a pas de droit humanitaire, il faut lutter contre le terrorisme. Ça, c'est des questions qui doivent s'analyser en termes de droit. Est-ce que juridiquement, des arguments pareils sont fondés? Qu'est-ce que ça a comme implication pour de potentielles victimes? Je crois que sur ces aspects-là, le droit a sa valeur. Maintenant, évidemment, il ne faut pas uniquement se baser sur le droit, et c'est peut-être là-dessus que j'aimerais terminer. C'est toute la question de la mise en œuvre quand même, de l'application concrète des normes déjà existantes qui doit se poser. Comment on peut y parvenir? Et là, la réponse, évidemment, n'est pas uniquement juridique. C'est vraiment sur le terrain qu'il faut utiliser toutes sortes de mécanismes qui auraient de la persuasion, de la stratégie et de la sanction. Gérard Chalion, peut-être sur les CSP, vers une charte, vers une éthique, vers... Oui, je pense que ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a affaire à des gens en général de terrain, donc qui sont au courant de la complexité, et que face à la complexité, il faut savoir s'adapter. Les choses changent et en définitive, la théorie claudique derrière les réalités. Et cette nouvelle apparition de ces compagnies oblige le droit, qui n'est pas fixé à jamais, comme les esprits, à s'adapter à ce que ça pose comme nouveau problème. D'autant plus que ce n'est qu'un début. Et ensuite, je suis très sensible à ce qu'a développé Ronnie, c'est-à-dire l'histoire, c'est-à-dire la prise en compte du passé pour expliquer le présent, et en même temps ce 2 poids, 2 mesures qui est vraiment quelque chose de prégnant. C'est-à-dire que certains prétendent ne pas avoir d'idéologie. C'est le cas par exemple aux États-Unis. Alors, aux États-Unis, il n'y a pas d'idéologie en principe. L'idéologie, c'est les autres. Enfin, je pense qu'il faut, dans ce cas-là également, bien se rendre compte que personne n'échappe, si vous voulez, à des conduites qui ont des raisons politiques et qui ont des cohérences politiques. Voilà, c'est ce que je retiendrai. Merci. Et vous, qu'est-ce que vous retiendrez de ce débat aujourd'hui? Ce que je retiens du débat, c'est qu'il y a réellement une tendance de fond qui est appelée à bouleverser les conflits du XXIe siècle et qui est la privatisation des forces armées. Ça va également modifier les rapports entre les États et les forces armées. Alors, tout milite pour que ces entreprises privées, ces sociétés privées vont se développer. D'abord, la réduction drastique des budgets militaires qui militent pour la mise en commun des moyens, l'augmentation du coût des armements qui fait que les petits pays n'auront plus les moyens de s'équiper. La réduction des effectifs, si on prend les principales armées, les Russes, les Américains, Français, ils sont passés globalement de 5,23 millions à 1,24 million. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de compétences qui sont maintenant dans le civil, si on peut dire, et donc qui sont tout à fait prêtes pour équiper ces sociétés. Je dirais aussi la liberté d'action que cela donne aux grandes puissances dans leur stratégie d'influence de disposer de ces sociétés. Et puis enfin, je dois dire, même si ça peut choquer, c'est l'efficacité militaire. Je crois qu'on a vu l'ONU faire faillite au Rwanda, en Sierra Leone, au Libéria, en Angola, en Bosnie. Et je terminerai par une simple citation de Kofi Annan, qui, après le génocide du Rwanda, a dit que si j'avais disposé d'une brigade avec sa puissance de feu et ses hommes bien équipés, bien entraînés, j'aurais pu sauver des milliers de vies humaines. Voilà. Merci. Elisabeth de Warner, votre conclusion.
Merci. Alors ma conclusion, elle Oui. sera pas sur les sur les compagnies privées, mais plutôt sur les groupes armés. Je crois que dans les conventions de Genève, vous avez évoqué tout à l'heure l'idée de dire qu'il faut les remettre à plat. Je crois surtout pas. Les conventions de Genève, elles sont là. Il faut simplement maintenant chercher comment trouver une certaine flexibilité pour s'adapter à ces nouvelles réalités des conflits d'aujourd'hui. Et je crois que... Au regard de votre expérience, d'ailleurs. Par exemple, il y en a d'autres. Je crois, et je l'ai dit avant, je crois que tout ce qui est maintenant radicalisation, exclusion de ces groupes ne fait qu'augmenter leur violence et leur violence à l'égard des populations civiles et leur violence dans le conflit. Je crois qu'il y a un élément qu'il va falloir prendre en compte, qui est particulièrement vrai en Afrique, c'est que les groupes armés sont souvent en fait la petite main d'États voisins et que c'est facile de mettre tout sur les groupes armés, mais qu'il faut bien revoir aussi les rôles des États voisins qui soutiennent ces groupes et que l'approche inclusive qu'on a développée doit en tout cas être étudiée plus loin. Je ne dis pas que c'est la panacée, mais je crois qu'elle a fait ses preuves. 2 groupes sur 35 qui, à une occasion pour un et à 2 occasions pour l'autre, n'ont pas respecté, c'est moins que la moyenne des États sur des non-respects de beaucoup de conventions. Donc, voilà, je crois qu'il faut donner une chance à des nouvelles idées. C'en est une, il y en a d'autres, mais en tout cas, pas la radicalisation et l'exclusion. Merci beaucoup à tous. Merci pour vos expertises. Merci beaucoup au public et à la salle pour ce débat très intéressant. Merci à tous.